My fellow Americans, I'd like to speak to you this afternoon about a grave threat to our country and continent. I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators and left the children to die on the cold floor. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate. Kadhafi est imprévisible, incohérent. N'oublions pas que c'est un despote sanguinaire. Bachar el-Assad est un dictateur, c'est un manipulateur. Un dictateur qui a bombardé son propre peuple. L'esprit de Munich, c'est ce qui fait que les dictateurs avancent. La Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. Il n'y a pas de famine à Gaza, on ne peut pas dire n'importe quoi, c'est pas une famine. Je soutiens le droit à Israël de se défendre. Israël a le droit de se défendre. On condamne. On pense tous, dans une certaine mesure, être libre, informé et capable de discernement. Après tout, il y a de la publicité partout, peut-être même que YouTube vous en a collé une au début de cette vidéo, et pourtant, vous n'allez pas vous ruer sur le produit, pas vrai? Alors, pourquoi est-ce que ce serait différent avec la propagande? Et si on vous disait que vos opinions les plus profondes sur la guerre ne sont peut-être pas vraiment les vôtres? Aujourd'hui, on va tenter de briser l'illusion. Parce que la propagande moderne ne se cache plus vraiment derrière des affiches grossières et des fioles de savon à l'ONU. Elle est devenue un anesthésiant psychologique subtil et invisible qui a envahi toute la société et qui transforme profondément la mentalité des individus. En bref, la propagande a évolué, mais elle n'est pas morte, bien au contraire. Dans cette vidéo, on va décortiquer toute la machine propagandiste. On va actualiser les principes et vous présenter, comme un petit manuel d'autodéfense citoyenne, les 4 grandes règles à avoir en tête pour lutter contre la manipulation de nos émotions et de notre esprit critique. Donc restez bien jusqu'au bout et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos amis s'ils pensent que Poutine et ses 18 cancers va envahir Paris, que l'Iran aura la bombe dans 3 jours si on n'intervient pas, ou encore qu'il faut mettre le droit international à la poubelle pour s'occuper des nouveaux Hitler qui prospèrent sur tous les continents. La propagande, ça date pas d'hier. Bien avant l'ère moderne, les pouvoirs politiques et religieux avaient compris l'importance de façonner l'opinion en temps de guerre. Mais il a fallu des millénaires pour en arriver à l'extrême technicité systémique de la propagande qui façonne notre société actuelle et qui fait désormais corps avec elle. Parce que oui, la propagande, c'est pas seulement une affaire de mensonges d'État pour aller chercher du pétrole au Moyen-Orient sous couvert d'apporter la démocratie. C'est bien plus vicieux que ça. C'est aussi et surtout un ensemble de moyens de persuasion utilisés pour influencer l'opinion ou l'action d'individus ou de groupes à des fins prédéterminées et aux moyens de manipulation psychologique. C'est en quelque sorte le lubrifiant psychologique qui permet à la machine du pouvoir de tourner sans accroc en transformant la contrainte extérieure en adhésion intérieure. Et là où elle se montre particulièrement redoutable, c'est par sa nature totalisante. En fait, pour qu'on puisse à un moment donné vous vendre une guerre, il faut que vous ayez été préparé en amont à être sensible à certains types de messages. Il faut que les slogans belliqueux soient plus forts que votre capacité à raisonner. Et pour parvenir à ce niveau d'efficacité, la propagande doit s'immiscer dans les esprits de manière permanente jusqu'à façonner profondément les individus modernes que nous sommes. Elle doit investir tous les domaines de la vie, le travail, les loisirs, l'éducation, la famille, la culture. Il ne doit plus y avoir de vie privée ou de refuge intellectuel pour échapper à l'influence. L'individu doit être immergé dans un bain idéologique permanent et la propagande doit être un flux continu qui occupe chaque instant de la conscience. Le but final, c'est pas seulement de vous faire croire, mais de vous faire participer à l'effort de guerre, de vous rendre complice des actions à soutenir. Et pour parvenir à ça, il faut détruire les divergences individuelles pour créer une masse homogène qui serait réactive aux mêmes stimuli. La propagande active, celle qui appelle à l'action immédiate, par exemple à soutenir une guerre, ne peut fonctionner que si elle a été précédée d'une longue période de conditionnement qui a installé les réflexes et les mythes nécessaires. On peut pas mobiliser une foule du jour au lendemain sans cette préparation. Sous l'effet de la propagande, l'individu ne s'appartient plus. Il vit en quelque sorte par procuration, à travers les mots d'ordre et les images imposées. Il perd son sens critique et sa capacité de jugement personnel, tout en ayant l'illusion d'être libre et bien informé. Il subit une sorte de dissociation psychique entre sa réalité vécue et la réalité illusoire construite par la propagande. Mais alors très concrètement, comment on en est arrivé là? Qui fait de la propagande? Comment et pourquoi?
Alors faut savoir que dès l'Antiquité, il y avait déjà des récits héroïques exaltant les exploits des souverains, des symboles ou devises destinés à souder la cité contre l'ennemi, ou des rumeurs organisées pour déstabiliser l'adversaire. Pareil, au Moyen-Âge, l'Église a utilisé des techniques claires de propagande lors des croisades, par exemple, en promettant le salut spirituel aux combattants et en diabolisant l'ennemi infidèle. Mais toutes ces formes anciennes de propagande restaient relativement artisanales et locales, et elles dépendaient parfois plus d'un orateur rusé ou d'un contexte très spécifique que d'une véritable organisation systémique. Jusqu'au 19e siècle, la transmission des messages de propagande se faisait par proclamation publique, par des tracts diffusés à la main, des chansons populaires ou encore des gravures. Et tout ça, c'était bien sûr très limité par la faible alphabétisation et la lenteur des communications. Bon, on va vous épargner tout l'historique, mais en gros, les opérations de propagande vont se structurer et devenir de plus en plus stratégiques au fil du temps. Et c'est bien le XXe siècle qui marquera le tournant décisif vers la propagande contemporaine, avec les 2 guerres mondiales. Ces guerres ont exigé une mobilisation non seulement militaire, mais aussi morale et psychologique de l'ensemble de la population. Pour la toute première fois, les États belligérants ont créé des organismes officiels de propagande dotés de moyens colossaux. Mais la fin de ces guerres n'a pas vraiment mis fin à l'ère de la propagande, bien au contraire. Et ça, c'est très bien documenté, notamment par Edward Herman et Noam Chomsky, dans La fabrique du consentement. Intuitivement, on pourrait se dire que la propagande, c'est plutôt l'apanage des régimes autoritaires ou totalitaires, pas des démocraties. Et bah à ça, les 2 chercheurs répondent pas du tout. No state is truly totalitarian, but as we move toward the totalitarian end of the spectrum, you have a center of truth, you have a ministry of truth. It announces official truths. People can believe it or not, nobody cares very much. It's sufficient that they obey. They can think what they like in private, but they better do what we tell them in public. As a result, the propaganda may very well be not too effective. On the other hand, the democratic state can't use those mechanisms. You can't force anybody to. You can't force people. Therefore, you have to control what they think. Pour les régimes autoritaires, en fait, c'est assez clair. Ils ont des leviers directs pour imposer leur propagande, le contrôle étatique des médias, le parti unique, culte du chef et la censure totale des voix dissidentes. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, mais ça fonctionne quand même par la terreur et la peur évidemment des représailles. Dans les régimes considérés comme démocratiques, la propagande opère de manière beaucoup plus subtile et diffuse, en intégrant les contraintes de la liberté d'expression apparente. Les médias peuvent, sur le papier, critiquer le pouvoir, dévoiler des scandales mineurs ou même organiser un peu de débat, tant que ça vient pas réellement heurter le cadre idéologique du pouvoir. La propagande va emprunter le masque du pluralisme plutôt qu'une voix unique d'État. On verra tout un tas d'experts, de généraux, d'éditorialistes qui répètent en chœur les mêmes éléments de langage pour justifier la guerre. La censure prend plutôt la forme à ce moment-là d'un embargo volontaire sur certaines informations, et les voix dissonantes sont marginalisées ou disqualifiées. Une sorte de vision complotiste, de complot. Totalitaire et complotiste. Ou du grand complot. Notamment dans les cercles complotistes. La différence majeure, c'est qu'en démocratie, la propagande ne cherche pas à contraindre, mais à persuader. Elle maintient une illusion de libre arbitre, parce que l'idée, c'est que le citoyen doit penser être arrivé par lui-même à la conclusion que la guerre est juste, parce qu'il a lu son journal préféré ou écouté tel débat à la télévision. Et ça, quelque part, c'est beaucoup plus redoutable que la matraque. On arrive à vous faire adhérer au nom de pseudo-valeurs marketées comme de la pub, c'est-à-dire sans réelle substance, à des opinions que vous n'auriez sans doute jamais portées sans cette propagande et qui finissent par devenir une part entière de votre identité. Ah ouais, du genre, moi je pense qu'il faut aller faire la guerre parce que c'est le seul moyen d'avoir la paix, de sauver des vies et de défendre nos valeurs, quoi. Exactement. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais la Russie est en guerre avec nos valeurs. Si vous avez le sentiment que ce sont vos valeurs qui sont en jeu, alors le débat ne peut juste plus exister, parce qu'on transige pas sur les valeurs. Par contre, on transige très très fort sur la vérité. Et pour parvenir à cette petite prouesse, les acteurs de la propagande, à savoir le gouvernement, les médias, les think tanks, les influenceurs, les intellectuels et même certaines entreprises, appliquent quelques techniques bien rodées. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour fonctionner, la propagande ne peut pas être tout le temps du mensonge ou de la dissimulation. C'est quand même compliqué de persuader les gens en racontant grossièrement n'importe quoi. Ça doit être un minimum crédible. Alors, pardon pour le point Godwin, mais même Goebbels insistait pour que les communiqués militaires allemands soient aussi précis que possible pour maintenir la confiance du public. La manipulation ne se situe pas dans le fait brut, mais dans son interprétation, son contexte et sa mise en perspective. Là, on peut citer l'exemple du syndrome de la page 27. C'est l'idée que l'information est rarement cachée.
Mais parfois, pour la trouver, faut aller chercher très très loin, jusqu'à peut-être la page 27. Et les médias, ils aiment bien se planquer derrière ça pour expliquer qu'ils cachent rien. Sauf que si l'information n'est pas correctement diffusée et qu'elle est noyée dans un flot de bêtises, c'est comme si elle n'existait pas. La question, c'est pas qu'est-ce que la presse a dit, la question, c'est qu'est-ce que le grand public a entendu. Et la plus grand public se rend bien compte. Et si, parce que quand on décide de se saisir la de presse quelque est chose, responsable de ce qu'elle dit, pas de ce que non, les gens entendent. non, si. Ah bah si, mais bien sûr. Je dis pas qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit. Je dis simplement qu'elle a une obligation de résultat. Donc quand on a envie de traiter d'un sujet, vous avez des unes qui s'enchaînent, vous avez des débats qui s'enchaînent. On en parle beaucoup. Je suis désolé, le traitement médiatique de Steve est extrêmement limité par rapport à des traitements médiatiques d'autres sujets. Et en parlant de noyade, on en revient à la deuxième technique fondamentale. Il s'agit d'inonder le public d'informations au point de le désorienter et de neutraliser son esprit critique. On parle parfois de stratégie de surcharge informationnelle ou infobésité. Concrètement, la propagande de guerre moderne diffuse un flux continu de messages, de faits bruts, de chiffres et d'images qui saturent l'attention du public. Pendant un conflit, chaque journée apporte son lot de nouvelles et les médias relayent minute par minute les dépêches, les breaking news, les commentaires d'experts, enfin bref, il n'y a aucune place pour la prise de recul. Et si par miracle, quelqu'un arrive à introduire un discours critique ou nuancé, il sera immédiatement noyé dans la masse des messages mainstream ou relégué au rang d'une information parmi des milliers. Par exemple, en 2022, au moment de la guerre en Ukraine, plus d'un sujet sur 25 traités par les médias évoquait ce conflit pour un total de plus de 3,2 millions de contenus médiatiques en 2 ans. Ce bombardement d'infos vise à nous épuiser, et un cerveau saturé va finir par se reposer sur des messages prémâchés et des mots-clés. Jacques Ellul expliquait d'ailleurs que les individus modernes sont exposés si jeunes à un océan d'informations hétéroclites et incohérentes qui deviennent paradoxalement super vulnérables à la propagande. En réalité, la multiplicité des informations n'éclaire nullement le lecteur et l'auditeur, mais le noie. Il ne peut ni les retenir dans sa mémoire, ni les coordonner en un système, ni les expliquer. S'il ne veut pas risquer de devenir fou, il est obligé d'en retirer une image globale. Et cette image sera d'autant plus simpliste que le nombre des faits qu'on aura fournis aura été plus grand. Si on donne une information, l'individu la retiendra. Si on en donne 100 dans un domaine sur une question, l'individu aura une idée générale de cette question. Mais si on lui donne 100 informations sur tous les problèmes politiques et économiques d'un peuple, il en viendra au jugement sommaire « les Russes sont formidables », etc. La multiplicité des informations, bien loin de permettre aux individus de juger, de se faire une opinion, les en empêche, les paralyse. Et du coup, beaucoup de gens finissent par adopter une attitude passive du genre « je peux pas tout suivre, c'est trop compliqué, donc je fais confiance à ce que dit le consensus médiatique ». À la fin, ça devient tellement confus que la propagande peut même avancer plusieurs justifications ou histoires parallèles, voire carrément contradictoires, pour légitimer la guerre sans que ça pose aucun problème. Beau et terrible à la fois d'ailleurs. Un autre pilier très important de la propagande, c'est la manipulation émotionnelle. Les émotions fortes, comme la peur, la colère, la haine, mais aussi l'enthousiasme et l'orgueil, vont créer un état psychologique où l'individu adhère beaucoup plus facilement aux mots d'ordre, sans aucune remise en question. La propagande de guerre cherche donc délibérément à susciter ces émotions pour mobiliser les masses et neutraliser les doutes éventuels. Parmi ces émotions, la peur, c'est sûrement l'arme la plus redoutable. En temps de guerre, faire craindre le pire à la population permet de la rallier à la défense agressive. Il y aura une guerre sur le territoire européen menée par Vladimir Poutine avant 2029. Et puis bien sûr, il faut ajouter à ça le fait que les propagandistes poussent à une simplification extrême du discours et à une présentation très manichéenne de chaque situation. L'idée, c'est de réduire la complexité d'un conflit, son origine historique, la subjectivité des points de vue, le conditionnement anthropologique des belligérants, etc., en un récit clair, binaire, facilement compréhensible par tous. Pour mobiliser les foules, la polarisation du discours en 2 camps opposés, c'est bien plus efficace. Du coup, ça devient nous contre eux, le bien contre le mal, les gentils contre les méchants. T'as entendu parler de ce qui se passe en Iran en ce moment? Oui, j'ai entendu dire qu'il se faisait bombarder par les États-Unis là en ce moment. En même temps, si ça permet d'apporter un peu de démocratie dans la région, c'est pas plus mal. Bah franchement, je sais pas trop, parce que dans le passé, ça a quand même pas trop marché d'apporter la démocratie avec des bombes. Et puis là, en plus, on voit quand même que ça resserre plutôt les rangs autour du régime, donc honnêtement, je suis quand même pas sûr de cette affaire. Hein.
Et sinon, t'as trouvé une école pour la petite Églantine? Oui, on a une Montessori dans le quartier d'à côté qui peut l'apprendre à partir de septembre, donc on est super contents. Ah, juste à côté du... En France, une personne sur 4 doute de la vérité au moins une fois au cours de sa vie. Contre l'égarement idéologique, nous sommes la solution. Au centre occidental des nouveaux atlantistes reconvertis, nos experts sont accessibles à tous. Grâce à la bienveillance active de nos meilleurs soignants, vous pourrez en quelques semaines retrouver goût à la vérité vraie, unique et objective. Non mais c'est vrai qu'attaquer Cuba comme ça, bon, c'était un peu osé peut-être. Mais si on veut vraiment du changement dans la région, c'était un peu obligé. Hein. Ouais, carrément. Puis, si ça permet d'apporter un peu de démocratie dans la région... Bah oui, carrément, y a juste pas le choix, quoi. Mais bon, pour le moment, tout ça, ça reste assez théorique. Donc, pour bien comprendre comment les populations se font avoir, on va faire un cas pratique et vous présenter les 4 grandes règles de la propagande de guerre qui marchent à tous les coups. Vous pouvez voir ça comme un petit exercice d'autodéfense intellectuelle. Alors, plusieurs travaux d'historiens ont déjà dégagé un certain nombre de grands principes de la propagande de guerre. On peut penser bien sûr à Arthur Ponsonby ou Anne Morelli par exemple. Mais ici, on va vous proposer un condensé actualisé le plus concret possible avec 4 grands axes qui sont exploités ad nauseam dans notre propagande actuelle. Il n'y a que la guerre sur la table. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. La France se prépare. Les Français s'inquiètent de la menace russe. Très majoritairement, les Français vous disent qu'il y a une menace russe. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants. On l'a déjà dit, une propagande efficace doit parvenir à construire un récit sur le long terme, afin de pouvoir s'appuyer sur cette version de la réalité le jour où la mobilisation est nécessaire. Du côté des États-Unis et de leurs vassaux, la toile de fond de ce récit tient depuis longtemps sur la prétendue supériorité du modèle occidental, de sa démocratie libérale et de son économie de marché. Et depuis la chute de l'URSS, le volet de base sur la construction de l'ennemi, c'est celui du fameux choc des civilisations, théorisé par le charmant personnage de Samuel Huntington. Il a une belle tête de vainqueur. Pour résumer à grands traits cette théorie, largement fallacieuse, selon Huntington, le monde se divise entre 6 ou 7 civilisations incompatibles et antagonistes par essence, qui sont donc destinées à se livrer des guerres sans merci pour faire triompher leur vision du monde. Dans ce cadre de pensée, les ennemis structurels de notre civilisation occidentale seraient donc notamment le monde islamique et le bloc orthodoxe, comprendre la sphère d'influence de la Russie. C'est un peu la version planétaire du conflit entre Paris et Marseille, quoi. Il y a un peu de ça, ouais. Dans le système de propagande, il faut voir ça un peu comme un socle. C'est un terreau fertile qui va faire germer des graines qui seront semées au gré des besoins du moment. Et ce socle-là n'est bien sûr pas diffusé uniquement dans les cercles universitaires comme celui d'Huntington, il est présent absolument partout. Dans la production littéraire, médiatique, cinématographique, musicale, culturelle en général, en bref, dans tout ce que Ignacio Ramonet regroupe sous le terme de propagande silencieuse. Son rôle est de construire et de consolider les structures mentales adéquates chez une population pour qu'elle puisse recevoir favorablement des narratifs précis sur des cas concrets. Par exemple, quand la production culturelle au sens large a passé quelques décennies à ancrer l'image d'un Moyen-Orient intrinsèquement violent, rongé par une haine structurelle de l'Occident et dirigé par des dictateurs tortionnaires, le tout dans un cadre de choc des civilisations, le terrain est prêt pour le récit d'un chef d'État irakien totalitaire qui massacre en permanence son propre peuple et qui risque à tout moment de nous annihiler avec des armes de destruction massive. Et ça nous amène à la première de nos 4 grandes règles de la propagande de guerre moderne, la diabolisation du leader ennemi. Ici, le principe est simple, il s'agit de peindre le portrait le plus sombre possible. Le chef d'État visé doit être sorti de l'humanité. Toute analyse historique ou matérialiste doit bien évidemment être évacuée pour concentrer tout le mal dont souffre le monde sur la personne de ce leader, qui sera également dépeint comme un véritable fou dangereux. Ce double statut de démon et de fou imprévisible fait du chef ennemi à la fois un monstre à éliminer, mais aussi une menace imminente pour la planète entière, y compris pour sa propre population. Le but, c'est de rendre l'inaction immorale. On est obligé d'intervenir, sinon on se rendrait coupable de non-assistance à peuple en danger. Et faut pas hésiter à en faire des caisses, là il faut vraiment libérer les énergies. Si on reprend les dernières décennies, on a vraiment eu le droit à des trucs assez gratinés. People say, well, this man, President Milosevic, is the new Hitler.
La Cour pénale internationale affirme que la Libye a distribué du Viagra aux soldats pour qu'ils violent les femmes. It's here, according to his mother, that the future dictatorial president of Iraq, Saddam Hussein, starts killing people before he's even born. Saddam's mother said that she was carrying Satan in her belly and that he killed all the other men in the family. Ce qui est assez dingue quand on y réfléchit 2 secondes, c'est que absolument tous les maux de la Terre doivent être attribués à la seule personne du chef d'État ennemi. Et d'ailleurs, la propagande distille cette idée assez subtilement dans le temps long. Quand il s'agit de commenter des décisions ou des actions du gouvernement adverse, elle ne mentionne presque jamais les institutions, mais désigne toujours à la place le leader en question. On parlait pas du gouvernement irakien ou libyen, mais toujours de Saddam ou de Kadhafi. Les titres de journaux parlent de Vladimir Poutine bien plus que du gouvernement russe. C'est bizarre parce que pourtant c'est une expression plus neutre, donc ça devrait plutôt plaire à nos amoureux de la neutralité et de la déontologie, non? Mais c'est peut-être une ingérence des Russes sur le discours sur la Russie. Mais ça n'a aucun sens. Dans l'histoire des conflits récents, la propagande n'a pas hésité une seconde à qualifier l'ennemi du moment de nouveau Hitler. C'est même rapidement devenu une règle du genre, un code artistique qui a été utilisé pour un Milosevic, pour un Saddam Hussein ou encore pour un Muammar Kadhafi par exemple. Et d'ailleurs au passage, plus récemment, on a assisté à une petite évolution de ce code. Maintenant, la comparaison avec le petit moustachu se fait de manière détournée, en qualifiant les défenseurs de la paix de Munichois, en référence aux accords de Munich de 1938 qui ont permis à Hitler d'avancer son agenda expansionniste. Et elle est pratique cette insulte, parce qu'elle permet de faire d'une pierre deux coups. On assimile le leader ennemi au nazisme et on range les pacifistes dans la case de traîtres vendus à l'ennemi, un autre grand classique de la propagande de guerre. Et dans notre belle actualité, ce grand principe de diabolisation de l'ennemi est bien évidemment très vivace. Et les événements tragiques du 7 octobre ont été une opportunité d'en remettre une couche. On a bien vu à cette occasion que les crimes réellement commis par les combattants du Hamas ne suffisaient pas à la propagande israélienne qui a fabriqué de toutes pièces les atrocités les plus abjectes, reprises à l'envi dans les médias occidentaux sans la moindre preuve valable. Des bébés ont été massacrés, ont été même décapités. Des dizaines de morts, décapités parfois, dans la localité de Kfar Hatsa, dont de nombreux bébés. Des femmes, des enfants, des bébés décapités. 40 bébés décapités. On parle d'enfants, de femmes, à qui on a coupé la tête. Les hommes, les femmes ont été tués, mais les enfants et même les bébés. Mais en ce moment, c'est contre la Russie que la propagande occidentale s'active. Parce que oui, faut bien trouver une bonne raison d'accepter de perdre nos enfants quand même. Et là aussi, on voit bien que dans un premier temps, ce sont les aspects réellement problématiques du leader russe qui vont être exploités, son autoritarisme, son idéologie conservatrice, mais très vite, ça va plus suffire. Du coup, on brode, on relaie des rumeurs invérifiables, voire on invente carrément des infos, et à la fin, on se retrouve donc à apprendre que Vladimir Poutine serait atteint de 18 cancers, que ses excréments sont constamment ramassés où qu'ils soient pour être renvoyés à Moscou, et même qu'il prend régulièrement des bains de sang. Mais bon, enfin, du sang animal quand même, hein, c'est pas un cinglé non plus. Alors quand même, hein, parce que moi j'ai entendu un expert qui racontait que la crème qu'il met dans son café est faite à partir de globules blancs de nouveau-nés. Ok, bah qu'est-ce qu'on attend pour envoyer les troupes en fait là? Je sais pas. Et faut noter qu'en face, on se retrouve avec les mêmes logiques. On se sert d'éléments réels pour construire des narratifs justificateurs et des mensonges sur une prétendue idéologie néo-nazie de Zelensky. Et ça peut même aller très loin avec une vision civilisationnelle symétrique à la nôtre. Et d'ailleurs, pas vraiment édulcorée, hein. Le patriarche de l'église orthodoxe nous en a fait une belle démonstration. Deuxième règle de la propagande de guerre, dissimuler les intérêts et donc les raisons réelles de la guerre pour les remplacer par de fausses raisons idéologiques. En soi, c'est assez logique, parce que si les vraies causes d'une guerre étaient exposées dans la communication de nos gouvernements, ça donnerait peut-être un truc de ce genre-là. Vous êtes fiers de vivre dans un pays de riches ? Alors battez-vous pour que la valeur de leur portefeuille d'actions se maintienne. Vous êtes fiers de vos dirigeants? For sure. Alors risquez votre vie pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Pour nos actionnaires, pour leurs dividendes, pour la technocratie, l'armée française est recrute. Les super profits ont besoin de vous. Voilà, bon, c'est sûr que ça fait quand même moyennement envie. Non, ce qu'il faut pour mobiliser les citoyens, c'est une grande cause, la défense d'un idéal, de grandes valeurs morales ou philosophiques. Et ça, dans l'histoire moderne, ça a été usé jusqu'à la
corde. Depuis la mission civilisatrice pour justifier la colonisation, les motifs mensongers ont bien entendu évolué. Dans les guerres de la seconde moitié du XXe siècle, il s'agissait d'abord de se battre pour la liberté et la démocratie, notamment contre le monolithe communiste. Et puis, après la chute de l'URSS, la fable a pris une nouvelle coloration humanitaire. Les thèmes de liberté et surtout de démocratie sont restés centraux, mais ils se sont plus systématiquement articulés autour des droits de l'homme, en instrumentalisant de la manière la plus cynique des problèmes souvent bien réels. Dans l'histoire récente, on a évidemment des pelletées d'exemples. Les bombardements sur la Yougoslavie ont été vendus comme un sauvetage des populations albanaises du Kosovo et un combat pour leur indépendance légitime. Les révolutions de couleur devaient démocratiser l'Europe de l'Est et la guerre en Afghanistan devait libérer les femmes afghanes. L'invasion de l'Irak devait endiguer le terrorisme international et libérer le peuple irakien de son horrible dictature. La guerre contre la Libye devait déboulonner un autre horrible dictateur répressif pour instaurer la démocratie. Et en Syrie, c'était double front contre l'horreur de Daesh et celle d'un énième régime dictatorial. Et en ce moment en Iran, c'est pour endiguer la menace nucléaire, enfin plutôt les missiles balistiques maintenant, peut-être pour sécuriser le pétrole, et puis libérer le peuple iranien bien sûr, peut-être un peu pour les femmes, bon bref, on sait plus trop quoi. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. They would have had a nuclear weapon within 2 weeks to 4 weeks. They had a tremendous number of missiles. In the long run, oil supplies will be dramatically more secure without the threat of Iranian ships, drones, missiles, nuclear menace. Le point commun à tous ces cas, c'est que ces buts soi-disant nobles n'ont jamais été atteints. C'est même largement l'inverse qui s'est passé. Par contre, les objectifs réels qui avaient été occultés, eux, ils ont bien souvent été remplis. Ce qui restait de la Yougoslavie a été démantelé, la zone des Balkans reste à ce jour le théâtre de tensions permanentes propres à diviser pour mieux régner, et l'OTAN, donc les États-Unis, ont fait un bond significatif dans leur extension vers l'Est, notamment avec l'installation d'une immense base militaire sur le territoire du Kosovo. Dans la même veine, les instabilités notoires engendrées par les guerres au Moyen-Orient ont renforcé le contrôle sur le pétrole et ont mis un sérieux coup d'arrêt à la possibilité d'une résistance à l'impérialisme dans cette région du monde. Et la chute de la Libye a également enterré l'idée d'une émancipation progressive du continent africain et une sortie des tutelles occidentales via le projet monétaire du dinar or. Donc il faut réellement résister au discours des guerres justes qui exposent des raisons civilisationnelles ou humanitaires, surtout dans la propagande actuelle. Nous étions obligés de les arrêter puisque les négociations avaient échoué et que les Iraniens, de façon très claire, n'avaient aucune intention d'arrêter leur programme. Plus grand monde n'y croit, mais Israël prétend toujours se battre pour éradiquer le terrorisme, et son Premier ministre veut même nous faire avaler que c'est un combat qu'il mène pour l'Occident. Notre victoire, c'est votre victoire. Et au passage, mention spéciale aux soldats de Tsahal qui se battent au nom de l'amour pour les droits LGBT à Gaza. Oui, cette photo a bien été prise, c'est pas de l'IA. Bon, on va dire que se battre pour les droits d'une communauté en lui larguant un tapis de bombe sur la tronche, c'est un style personnel. Et encore une fois, en ce moment, le trope de la noble cause revient en grande pompe dans la guerre communicationnelle contre la Russie, avec un certain manque d'inspiration, il faut le noter, parce que nos communicants d'aujourd'hui nous refont le fameux coup de la défense du modèle démocratique européen, ce qui nous rappelle les pires néoconservateurs américains des années 2000. Notre ennemi, c'est toujours la Russie, toujours les ayatollahs iraniens, toujours l'islamisme radical, toujours la Chine. Si nous pensons que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, la Russie, par contre, elle est en guerre contre nous. Notre démocratie, notre mode de vie est en danger, il faut le protéger. C'est affaiblir une démocratie, dans le cas de la France. La Russie est en guerre avec nos valeurs. En toute logique, cacher les raisons réelles d'une guerre nécessite d'écrire un récit extrêmement sélectif vis-à-vis de la séquence historique complète. Ça implique une certaine réécriture de l'histoire à partir du point qui nous arrange le plus. Et ça, c'est une technique indispensable à la mise en pratique de la troisième règle, se faire passer pour la victime qui se défend. Alors évidemment, attaquer en premier, sans provocation ni menace réelle, c'est injustifiable auprès d'une population. Donc la guerre, même ou surtout quand elle est offensive, doit toujours être présentée comme une réaction défensive. Les États-Unis ont poussé très tôt cette technique jusqu'à son paroxysme. Il fallait envahir l'Irak, un pays à des milliers de kilomètres de chez eux et à la puissance incomparablement inférieure, pour répondre à la menace des armes de destruction massive qui étaient bien entendu inventées. Barack Obama a déclaré en 2015 le Venezuela comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, et 30 ans plus tôt, Ronald Reagan avait fait la même avec
brique, l'île de la Grenade. Là-dessus, on vous renvoie à notre première chronique si vous voulez un petit peu plus de détails. Et si on en revient à l'actualité, dans le narratif pro-israélien, on présente les Palestiniens comme l'agresseur originel, en faisant commencer l'histoire au crime du 7 octobre 2023 et en oubliant une séquence historique de plus d'1 siècle dans le processus. D'ailleurs, Israël, c'est un peu le champion régional de ce principe. Selon sa propagande, toutes les offensives qu'elle a menées étaient en réalité de la légitime défense contre des prétendues menaces. Et c'est même de ce pays que nous vient le magnifique concept de guerre préventive qui est appliqué par exemple à chaque offensive de l'État hébreu contre l'Iran. C'est à chaque fois l'occasion d'agiter la menace nucléaire iranienne parce que visiblement l'Iran est seulement à quelques jours d'obtenir la bombe depuis un paquet d'années. The deadline for attaining this goal is getting extremely close. It's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. Had Operation Midnight Hammer not taken place, they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. L'examen des faits quand même fait ressortir la légèreté des arguments israéliens, parce qu'en juin, leur attaque, c'est à cause de la menace nucléaire iranienne. Alors que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique vient de rappeler qu'ils n'ont aucune preuve, aucun document que l'Iran ait commencé à fabriquer la bombe atomique. Donc effectivement, cet argument n'est pas valable. Et alors, il est encore moins valable maintenant, puisque l'Iran a arrêté d'enrichir l'uranium depuis la guerre de juin. Tout ça pour dire que la raison invoquée, il me semble, par le ministre de la Défense israélien, c'est de dire oui, c'est une attaque préventive à cause du programme balistique iranien. Donc en l'espace de 6 mois, ils ont trouvé un autre sujet quand même. On en revient, c'est que en fait, c'est pas le nucléaire, c'est pas le balistique, c'est affaiblir l'Iran. Le régime iranien, il n'est pas suicidaire, donc penser qu'il va faire une attaque contre Israël, missile, parce qu'Israël et les États-Unis vont réagir. Donc, c'est un argument qui ne tient pas la route. Et concernant la Russie, récemment, ça s'est un peu complexifié. Parce que, sans revenir sur toute la séquence historique de ce conflit, dire que la Russie a agressé l'Ukraine, c'est tout à fait vrai. Mais du point de vue d'une propagande qui cherche à mobiliser, c'est pas suffisant. L'Ukraine, c'est loin. Et nos propagandistes savent bien que même s'ils déploient des trésors d'ingéniosité, bien peu de Français accepteront de souffrir davantage pour une guerre aussi éloignée de leurs yeux que de leurs préoccupations. Donc l'enjeu, c'est de faire ressentir la menace pour nous, en France. Il s'agit de raviver l'imaginaire des chars russes qui entrent à Paris. Et pour ça, il y a un concept potentiellement intéressant à la base, qui a été habilement récupéré. La guerre hybride. Je pense que d'abord il y a une guerre informationnelle, hybride comme on dit. La guerre hybride, ça désigne initialement un éventail de techniques très diverses pour mener un conflit larvé qui s'étend bien au-delà du domaine militaire. Par exemple dans l'économie et le commerce, mais le concept veut aussi englober les nouvelles formes de guerre numérique et communicationnelle, par exemple les cyberattaques ou encore les fameuses opérations d'influence. Bon, en soi, créer un concept pour incorporer des évolutions récentes d'un phénomène, en l'occurrence la guerre, pourquoi pas? Le problème, c'est que ce concept devient une manière d'appliquer la 3e règle de propagande dont on parle ici. Avec la guerre hybride, plus besoin que l'ennemi désigné pose le moindre pied sur notre territoire, pas même besoin qu'il s'en approche d'1 millimètre. S'il mène des campagnes plus ou moins clandestines sur les réseaux sociaux, il est déjà en train de nous faire la guerre. Toute action de notre part ne sera donc qu'une réaction légitime. Dans ce cadre-là, c'est pas très étonnant que la moindre faille informatique soit constamment attribuée à une ingérence russe, quitte à dire n'importe quoi la moitié du temps. Et ça peut aller assez loin. On a même appris récemment que Jeffrey Epstein était probablement un agent russe. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il a même pas réussi à avoir son visa russe. Ouais. Bon allez, après, en vrai, dans l'infini du multivers, il y a peut-être une version de la réalité où c'est vrai. Donc, par déontologie journalistique, ils étaient obligés d'en parler, tu vois. Ouais. Les plurivers, les multivers, les interactions entre les univers. Et bien entendu, en face, le discours est similaire. Il n'exploite pas les mêmes éléments, mais la logique est la même. La propagande russe va utiliser des décennies d'ingérence et d'antagonisme occidental bien réels pour se poser en simple victime de la menace et justifier l'intégralité de sa politique guerrière actuelle. Et enfin, la 4e règle consiste à se considérer supérieur à l'ennemi, matériellement et moralement. Traditionnellement, l'idée c'était surtout de minimiser l'impact de l'ennemi,
Par exemple, en niant l'avancée de ses troupes ou en sous-estimant le nombre de morts parmi les nôtres. Même pendant l'invasion de l'Irak, par exemple, l'État irakien a nié jusqu'au dernier moment toute possibilité de victoire américaine. Ici, le but assez évident, c'est de maintenir le moral des troupes et de la population pour éviter un effet performatif qu'une information plus réaliste pourrait engendrer. Après, il suffit que BHL arrive et hop, le moral des troupes est remonté. Hein. Ah oui, j'avoue. Le charisme, ça marche quand même. Hein. C'est clair. Mais ce discours peut aussi venir s'associer à celui du pilier précédent pour former un duo en apparence paradoxal mais en réalité très complémentaire. Et ça aussi, c'est assez visible dans la propagande actuelle vis-à-vis de la Russie, par exemple. Et ouais, si on compile un peu les déclarations typiques sur le sujet, on se rend compte que les mêmes personnes tiennent parfois un discours qui ridiculise les Russes, et notamment leur capacité à mener la guerre en Ukraine, et parfois un discours alarmiste qui nous assure que Poutine est prêt à conquérir l'Europe tout entière. Depuis février 2022, on ne compte plus les reportages écrits ou audiovisuels qui font état de grandes difficultés russes sur le front, des difficultés souvent très réelles, mais dont le seul étalage ne permet pas d'avoir une vision réaliste des choses. À noter que là aussi, quand la réalité ne suffit plus, la propagande peut aller assez loin dans la spéculation, la rumeur ou la généralisation abusive. Et c'est pour ça que, en plus des difficultés classiques, on a appris que les Russes recyclaient des puces de machines à laver pour leurs équipements militaires de pointe, et qu'ils utilisent même des ânes et des chameaux sur le front. Allez, vas-y, je te propose qu'on parie. Moi, je pense qu'ils vont dire qu'il y aura des jouets pour enfants utilisés pour transporter les troupes. Ok, moi, je mise sur les lapins de combat. Deal. Et le lendemain, les mêmes analystes chevronnés viendront nous expliquer que Poutine est prêt à marcher sur l'Europe et que si on réagit pas très vite, en quelques jours, l'armée russe sera déjà à Brest. Non mais attends, après c'est vachement crédible, regarde, il y a des flèches sur les cartes et tout, hein. C'est du sérieux. La fameuse ville de Bakhmout où il y a eu des combats terribles. Les Russes n'avançaient pas. La réalité, c'est qu'il est sur la défensive et c'est qu'il sait qu'il a perdu. Je crois que la Russie est déjà aujourd'hui le pays le plus dangereux du monde. Russia, after invading Ukraine, is a weakened country. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Nous sommes infiniment plus riches et plus forts que la Russie de Vladimir Poutine. La Russie est pour nous une menace qui est devenue existentielle. Bon, vu comme ça, c'est clair que le double discours est un peu bizarre. Si les Russes ont un mal fou à gagner 2 pauvres kilomètres de territoire ukrainien, et en sont à disséquer des machines à laver, on se demande bien comment ils vont faire pour rouler sur toute l'Europe. Hein. Mais, malgré son absence de logique flagrant quand on se penche un peu dessus, ce double discours a bien une fonctionnalité, réelle ou supposée, sinon il n'existerait tout simplement pas. Hein. D'un côté, gonfler artificiellement, voire carrément inventer la menace existentielle que pose l'ennemi, permet de jouer sur les peurs pour que cette menace infuse dans l'inconscient collectif et qu'elle légitime une réaction. Et de l'autre côté, minimiser la puissance de l'ennemi permet d'assurer un sentiment de surplomb indispensable pour motiver une confrontation directe. Donc le résultat du combo, c'est l'image d'un ennemi qui pose une menace sérieuse à laquelle on se doit de réagir par une confrontation qu'on est certain de remporter. Donc dans ce cadre-là, au final, il n'y a plus aucune raison de pas faire la guerre. Bon, maintenant, il y a quand même une question cruciale à laquelle il faut apporter des éléments de réponse, c'est sur quel ressort psychologique précis cette propagande joue pour nous rentrer dans le crâne. Donc en bref, à quel point ça marche, la propagande de guerre. Ces 4 règles qu'on vient de voir, il faut les graver dans notre esprit avec suffisamment de force pour que chaque discours de propagande de guerre allume un voyant rouge écarlate dans notre tête. Ça devrait être enseigné partout comme un acte de résistance citoyenne. Mais il faut quand même nuancer. C'est pas parce qu'on connaît le truc qu'on en est automatiquement immunisé. Et ce, pour 2 raisons. Une qui est liée à l'architecture de notre cerveau, et une qui est liée à la forme même de la propagande qui évolue. Déjà, il faut rappeler que la propagande ne fonctionne pas comme une injection magique. Elle opère plutôt comme une pression environnementale qui interagit avec notre cerveau en exploitant des vulnérabilités spécifiques tout en se heurtant à des défenses cognitives robustes. Par défaut, notre esprit est doté de mécanismes très puissants de défense contre la tromperie, un peu comme s'il y avait un système immunitaire cognitif. En gros, non, on n'est pas si crédule. Alors ça fait peut-être pas forcément plaisir à nos clowns de fact-checkers qui perçoivent les gens comme des débiles à qui on fait pas assez de pédagogie, mais pourtant c'est largement démontré, notamment par les travaux d'Hugo Mercier et d'Anne Sperber. Dans un point de vue évolutionniste, c'est pas vraiment possible pour une espèce de développer une forme de crédulité, dans le sens où elle se ferait manipuler, elle se ferait mentir constamment. Et donc dans le cas des humains, ce qui s'est passé, c'est que
nous avons évolué un ensemble de mécanismes cognitifs qui nous permettent d'évaluer les informations qu'on nous donne. Donc ça veut dire évaluer la source des informations. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'y connaît ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mes intérêts à cœur? Et également d'évaluer le contenu de l'information. Est-ce que vous me dites quelque chose qui est cohérent avec mes croyances précédentes? Est-ce que vous me donnez de bons arguments ou pas? Pour ce qui est de toutes les tentatives comme ça de persuader beaucoup de personnes d'un coup, en fait, c'est très dur à faire parce que tout message qui va remettre en cause les croyances précédentes des gens, les croyances préalables des gens, va se heurter donc à cette évaluation de la plausibilité dont nous parlions précédemment. Si la communication est avantageuse pour partager des informations vitales, elle comporte aussi le risque d'être trompé par des rivaux ou par des incompétents. Le cerveau humain a dû s'adapter à cette réalité, on a donc tous instinctivement deux filtres. La vigilance envers la source, c'est-à-dire est-ce que l'émetteur est fiable, honnête et bienveillant, et la vigilance envers le contenu. C'est-à-dire, est-ce que c'est cohérent vis-à-vis de mes connaissances? Et ça nous pousse la plupart du temps à être plutôt conservateur avec l'information. Autrement dit, par défaut, on a tendance à ne pas croire. C'est pour ça que la propagande dite de conversion, c'est-à-dire celle qui pousse à un changement radical des croyances et des valeurs d'une population, est très difficile, pour ne pas dire impossible. L'exemple typique, largement étudié, mais assez contre-intuitif, c'est celui de la propagande nazie. Malgré un contrôle total de l'information et de l'éducation, elle a largement échoué à transformer les Allemands ordinaires en antisémites virulents s'ils ne l'étaient pas déjà auparavant. Pour pousser activement à la haine, il faut des prédispositions. Par contre, et ça c'est pas rien, cette propagande nazie a réussi à désensibiliser la population et à créer un consensus de passivité qui a permis au régime de mener les exactions qu'on connaît. Et c'est pareil pour la publicité, hein. Si vous n'avez pas envie d'acheter un produit, c'est pas en voyant quelques secondes de pub que vous allez être marabouté et vous précipiter chez Action. Si en revanche vous êtes déjà enclin à apprécier le produit, alors là, ça peut déclencher l'action d'achat. D'où l'intérêt pour les publicitaires de faire des communications ciblées, bien aidées d'ailleurs par vos données personnelles sur Internet. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la publicité qui va faire que les gens achètent des choses qui iraient contre leurs intérêts. En fait, quand on voit, moi je sais pas si on n'aime pas les SUV, on peut se dire ah, voilà, les gens ils ont été brainwashés par la publicité pour acheter ce genre de véhicule. En fait non, juste les gens ils aiment bien ça en fait. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais c'est ça correspond aux préférences intrinsèques des gens, surtout dans un environnement où de plus en plus des gens ont ce genre de véhicule, plutôt qu'à quelque chose qui aurait été imposé par du marketing. Ce que peut donner la pub, c'est des arguments en fait où on se donne à soi-même. Donc, une pub qui va dépeindre je sais pas moi, une nourriture qui est pas très bonne pour la santé comme étant en fait c'est pas si mal que ça. Ça peut nous donner des excuses pour faire quelque chose qu'on voulait faire dans tous les cas. Ce que font un petit peu les soldes ou des choses comme ça en fait par exemple aussi. Et en effet ça peut envoyer un signal en termes du fait que les autres gens aiment bien ça, mais après en effet il y a aussi une réalité, les gens voient bien que il y a de plus en plus de SUV et du coup on m'a dit pourquoi pas moi en effet. Ouais. D'ailleurs, les études montrent qu'un message de propagande est efficace pas quand il est bien démontré et irréfutable, mais plutôt quand il active le cortex préfrontal médian, dont la fonction est l'évaluation de ce qui est pertinent pour soi, ses valeurs et son identité. Une propagande qui marche doit réussir à lier une cause politique à l'identité profonde de la cible. Et là, du coup, on en revient à ce qu'on disait au début. Pour contourner les filtres naturels de notre cerveau, il faut un formatage environnemental total. Il faut immerger la population dans un bain idéologique qui grave en nous des réflexes et manipule nos valeurs et notre identité. Si on veut vraiment attaquer et exposer la propagande de guerre pour ce qu'elle est, on peut pas se contenter de vérifier l'exactitude des infos qu'elle nous livre. Alors, vérifier la véracité des informations, évidemment, c'est indispensable, hein. Sinon on vous aurait pas fait toute une litanie des mensonges propagandistes passés et présents, mais c'est largement insuffisant. Oui, parce que comme on l'a déjà dit, la propagande s'appuie souvent sur des éléments vrais ou légitimes. Et même quand ces éléments sont des mensonges grossiers, un debunk ne pèse pas grand-chose face à un endoctrinement de masse. En fait, ça a même des effets contre-productifs largement démontrés. Tenez, on vous disait tout à l'heure que la peur est l'émotion la plus utilisée dans la propagande. Est-ce que vous savez pourquoi ça marche aussi bien? Eh ben, c'est parce qu'une forte activation de l'amygdale due à un stress aigu ou à la peur entraîne une libération de dopamine et noradrénaline qui a pour effet d'inhiber le cortex préfrontal dorsolatéral responsable des fonctions exécutives et du raisonnement analytique. Voilà, donc pas sûr qu'un édito moralisateur de journalistes à peine sortis d'école pèse grand-chose à côté de la saturation de l'espace médiatique par des menaces existentielles qui paralysent notre cerveau. On peut accéder à la culture supérieure sans cesser d'être un propagandé lorsqu'on l'a été avant d'accéder à l'esprit critique, et lorsque cette culture est elle-même intégrée dans un univers de propagande. En réalité, le résultat le plus clair de l'instruction primaire au XIXe et XXe siècle
a été d'ouvrir l'homme à la grande propagande. Il est curieux de constater combien de campagnes de propagande en Occident ont pris d'abord sur les milieux cultivés. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que même en reprenant nos exemples précédents et en les expurgeant des mensonges directs, on pourrait toujours construire une propagande propre à justifier une intervention. Par exemple, Saddam Hussein n'avait certes pas d'armes de destruction massive, mais c'était clairement pas un dirigeant très recommandable. Son gouvernement pratiquait une répression brutale, l'emprisonnement d'opposants, la torture, et il a massacré les Kurdes d'Irak à l'arme chimique dans les années 80. Kadhafi et Assad pratiquaient aussi la répression violente de leurs oppositions. Contrairement à d'autres éléments de propagande, la véracité de cela peut pas être niée. Donc, si on base un discours contre la guerre uniquement sur la fausseté des informations utilisées pour la justifier, bah là, on se retrouve piégé. Et on en arrive donc au deuxième point. Si on est contre la guerre, c'est pas parce qu'elle est basée sur des fake news, c'est à cause de ses objectifs et de ses effets. On est en 2026 et ça fait quand même un bon moment qu'on a suffisamment de données et d'expériences collectives pour savoir que les guerres modernes, surtout lorsqu'elles sont menées par des puissances impérialistes, n'apportent que le chaos, la destruction, l'extrême pauvreté et une masse de morts pour les intérêts de quelques-uns. Ce socle du discours anti-guerre doit constituer la base de la dénonciation de la propagande. D'ailleurs, de moins en moins de gens sont dupes, et c'est logique si on reconsidère le premier filtre de notre vigilance épistémique, c'est-à-dire la source. Le discours propagandiste s'inscrit dans un système idéologique, et celui-ci est en crise à tous les niveaux. Le modèle de l'Occident libéral, surpuissant grâce à sa croissance infinie et sa supériorité morale, ne tient plus. Les gouvernements mentent, les incompétents se succèdent au pouvoir, ils sabotent tous les fondements de leur système voué à l'échec. Donc la source, c'est-à-dire ceux qui dominent ce système, est de plus en plus décriée, pour pas dire complètement grillée. Du coup, la propagande devient grossière, visible, mais aussi autoritaire. On pourrait même se demander si on n'est pas en train de revenir progressivement au modèle des régimes autocratiques, où tout le monde savait, mais obéissait juste par peur des représailles. Alors ok, on n'en est sans doute pas encore là, mais ça devrait quand même commencer à éveiller notre méfiance sur l'avenir qui se prépare. Par exemple, Trump ne s'embarrasse pas trop avec les codes habituels de la propagande, hein. Il annonce clairement ce qu'il va faire, peu importe que ce soit immoral ou dangereux pour l'équilibre du monde. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. We've wiped every single force in Iran out very completely. Il y a tellement maintenant un privilège donné à la force que les pays en question, Israël et les États-Unis, ne se donnent même pas la peine de donner un prétexte. Puisque le prétexte finalement, c'est l'adversaire est en position de faiblesse, donc on l'attaque. Tous ceux qui, très gaiement, nous disent que cette guerre c'est génial et qu'il faut y aller, alors demain quand ça va être un autre pays, donc c'est très très inquiétant. Le droit international en fait c'est quand ça nous arrange, quoi. C'est quand ça permet de défendre nos intérêts. Si maintenant il n'y a même plus besoin d'arguments, parce qu'on est les plus forts on attaque, c'est une vision extrêmement court-termiste et de quel est le monde que l'on prépare. Le plus important pour l'heure, c'est de nous rendre invulnérables au schéma de propagande suivant. Il se passe telle atrocité là-bas, ou tel dirigeant est un terrible dictateur, donc nous devons faire quelque chose. Pour démanteler ce discours, il faut certes s'attaquer à la prémisse si elle est mensongère, mais surtout au lien logique entre cette prémisse et la conclusion, le donc. Parce que si la prémisse peut être vraie, ce donc, lui, il est toujours faux. La guerre ne résout jamais le problème exposé, tout simplement parce que c'est pas son objectif. Alors au final, le meilleur conseil à donner pour éviter de se faire avoir, c'est d'identifier les grands principes derrière chaque discours. C'est de vous demander ce qui influence vos valeurs et votre identité dès lors qu'elles semblent compatibles avec la guerre. Et bien sûr, de vous interroger sur la finalité rationnelle du retour à la violence. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et surtout n'hésitez pas à consulter la bibliographie qu'on vous met en description, parce que on rappelle que c'est de la vulgarisation, donc on peut pas vraiment détailler absolument tous les points qu'on aborde, quoi. Et puis surtout, si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à Elucide, vous abonner au site Elucide bien sûr, parce que c'est grâce à ça qu'on peut continuer à être indépendant et à faire ce travail, mais aussi vous abonner à la chaîne, pour le coup ça coûte rien, et puis ça nous donne de la force. Et merci infiniment aussi pour vos retours sur les 2 premiers épisodes, vraiment c'est ça qui nous donne l'énergie pour continuer. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, on lit tous vos commentaires, c'est fait pour ça. Donc merci beaucoup, et à samedi prochain.